Il y a des histoires qu'on oublie, et puis, il y a celles qui marquent l'âme. Celle d'Aïssatou ne commence pas dans le luxe, ni dans la joie. Elle commence dans la poussière d'un petit village, quelque part en Afrique de l'Ouest, dans une maison faite de tôle et de silence. Un silence lourd, rempli de coups, de larmes retenues, de regards fuyants. Là-bas, les rêves n'avaient pas le droit d'exister. Là-bas, Aïssatou n'était rien. Juste une fille de trop. Une bouche de plus. Une ombre qu'on maltraitait quand on s'ennuyait. Mais parfois, dans les coins les plus sombres du monde, naissent les étoiles les plus brillantes. Et quand une femme refuse de mourir dans la douleur, elle peut bâtir un empire. Voici l'histoire d'une enfant brisée, devenue l'une des femmes les plus puissantes du continent. Voici l'histoire d'Aïssatou. Le soleil se levait à peine sur le petit village de Badiara. Les coqs chantaient, la poussière s'élevait paresseusement, et les femmes commençaient déjà à aller chercher l'eau à la rivière. Les enfants, eux, traînaient les pieds vers l'école, sauf Aïssatou. À 9 ans, elle ne portait pas d'uniforme. Elle ne portait même pas de chaussures. Elle portait des seaux, du matin au soir. Elle appartenait à ceux qu'on ne regardait pas vraiment. Sa peau portait les cicatrices du travail et de la violence. Sa voix ? Elle l'avait rangée quelque part en elle depuis longtemps. Son père, Amadou, n'avait jamais voulu d'une autre fille. Il avait rêvé d'un garçon, fort, qui porterait son nom et sa fierté. Mais c'est elle qui était née. Et depuis ce jour-là, il ne l'avait jamais appelée autrement que « fardeau ». « Dépêche-toi, vermine !» criait-il, le bâton en main, dès que ses pas traînaient un peu trop. Sa mère ? Fatoumata n'osait plus la défendre. Elle avait essayé. Une fois. Juste une fois. Et elle avait payé cher. Depuis, elle se contentait de détourner le regard. Aïssatou dormait sur une natte trouée, mangeait les restes, portait les casseroles, faisait le linge, lavait les pieds de ses demi-frères. Elle n'avait jamais connu d'anniversaire. Ni de jouets. Ni de câlins. Mais il y avait une chose que personne n'avait réussi à lui enlever, l'espoir. Chaque soir, quand tout le monde dormait, elle sortait en silence derrière la maison. Elle s'asseyait dans la poussière, et levait les yeux vers les étoiles. Un jour, je partirai d'ici. Un jour, j'aurai plus. Je le jure. Elle parlait tout bas, comme pour ne pas briser le rêve. Comme si les étoiles étaient les seules à l'écouter. Elle observait la lune, brillante, solitaire, et se disait « Peut-être que je suis née pour briller, moi aussi. Même si personne ne le voit encore. » Vers ses 12 ans, Aïssatou commença à s'infiltrer aux abords de l'école. Elle ne pouvait pas y entrer, son père le lui avait interdit formellement. Mais elle restait derrière les fenêtres. Elle écoutait. Elle retenait. Elle recopiait des lettres avec un bâton sur le sol. A, B, C, des formules, des sons. Et bientôt, elle savait lire. En cachette. Elle volait des feuilles de cahier dans les poubelles. Elle les relisait la nuit. Ce n'était pas de la magie. C'était pire, c'était du savoir. Et pour la première fois, elle avait trouvé une arme. Un jour, un vieil instituteur la remarqua. Monsieur Daouda, un homme sec, au regard fatigué mais sincère. Toi, petite, pourquoi tu restes là tous les jours, assise comme une pierre ? Elle baissa les yeux, tremblante. Je veux apprendre, murmura-t-elle. Il la regarda longtemps. Puis il lui tendit un vieux livre. Garde-le. Et ne le laisse pas tomber. Elle ne savait pas que ce geste allait changer sa vie. Un soir, son père trouva le livre. Il le jeta dans le feu. Il la frappa. Il hurla. Une fille n'a pas besoin de livres. Tu crois que tu vas devenir quoi ? Ministre ? Patronne ? Tu ne seras jamais rien. T'es née pour servir. Mais cette fois, Aïssatou ne pleura pas. Elle regarda son père droit dans les yeux. Justement, je ne suis pas née pour servir. Et il y eut un silence. Un silence lourd. Le genre de silence qui annonce une guerre. Elle avait 12 ans, mais à cet instant, elle avait cessé d'être une enfant. Elle venait de prendre une décision, fuir. Elle attendit la pleine lune. Elle prit un petit sac. Une chemise, un reste de pain,
un livre sauvé des cendres. Et elle partit. Sans un bruit. Elle marcha toute la nuit, évitant les routes, les cris, les motos. Elle arriva dans la ville de Kolda, les pieds en sang, l'estomac vide, mais le cœur plein d'une rage intacte. Pendant plusieurs jours, elle dormit sous un étal abandonné au marché. Elle lavait les plats dans une gargote pour quelques miettes. Mais surtout, elle posait des questions. Elle écoutait. Elle apprenait. Elle observait. Un jour, elle croisa Aminata, une jeune femme brillante, vendeuse de beignets, qui parlait de « business » avec passion. Elle fut fascinée. « Tu veux vraiment apprendre à vendre ?» lui demanda Aminata, surprise. Aïssatou hocha la tête avec force. Et c'est ainsi que, à 13 ans, elle entra dans le monde du commerce, avec un plateau de beignets, un sourire timide, et un cerveau affûté. Chaque jour, elle observait ce que les autres ne voyaient pas. « Pourquoi tu changes de place à midi ?» demanda Aminata. « Parce que l'ombre est meilleure ici, et les gens ont plus faim à cette heure. Et surtout, je me suis mise près de la sortie de l'école. Les enfants ont toujours une pièce donnée par les parents. » Aminata éclata de rire. « Toi, tu vas aller loin, petite. » En quelques mois, elle multiplia les ventes. Elle proposa de varier les recettes, de changer la forme des beignets. Elle apprenait même à calculer les marges sans jamais avoir eu de vraies leçons. À 14 ans, elle lança son propre petit kiosque. Puis un deuxième. Elle vendait des jus, puis des pains, puis des fruits séchés. Elle ne dormait que 3 heures par nuit. Elle lisait des livres de commerce, volés ou ramassés. Elle devint une légende locale. On l'appelait la petite patronne de Kolda. Mais elle savait, ce n'était que le début. Aïssatou avait 15 ans lorsqu'elle entra pour la première fois dans un cybercafé. Le bruit des ventilateurs, les claviers usés, l'odeur des câbles et du vieux plastique, rien de cela ne l'intimidait. Ce jour-là, elle posa ses yeux sur un écran, et découvrit quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle avait pu imaginer, l'Internet. Google. C'est comme une bibliothèque infinie, c'est ça, demanda-t-elle au gérant. Il rit. C'est exactement ça, sauf que les livres ne prennent jamais la poussière ici. Elle acheta une carte de connexion à 100 francs. Puis elle revint. Chaque jour. Elle apprit à taper. À chercher. À lire. À comprendre comment fonctionnaient les entreprises dans le monde. Le marketing. Les logos. Les réseaux sociaux. Et surtout, elle découvrit le commerce. Un mot étrange, mais qui résonna en elle comme une promesse. Elle n'avait pas de boutique physique? Elle allait en créer une virtuelle. Elle n'avait pas d'argent? Elle avait des idées. Et du courage. Elle commença à vendre des tissus traditionnels en ligne, via une petite page Facebook qu'elle avait créée elle-même, en apprenant le codage basique la nuit. Elle proposa des pagnes personnalisés, des broderies modernes, livrées par Taximoto. Elle négociait, emballait, écrivait les posts, répondait aux messages. Tout cela, sur un vieux Nokia volé à moitié cassé, connecté par Bluetooth à un ordinateur de fortune. « Tu dors quand, Aïssatou ?» demandait Aminata, amusée. « Quand je serai libre. » Les commandes affluèrent. Puis vinrent les transferts d'argent. Les envois à Dakar. Puis Bamako. Puis Abidjan. À 17 ans, elle créait sa première micro-entreprise, légalement enregistrée sous le nom Nata Création, en hommage à Aminata, sa première alliée. Mais le succès n'efface pas les blessures. Un jour, elle retourna brièvement à Badiara, le cœur serré. Elle n'avait rien dit. Elle voulait juste voir si quelqu'un pensait à elle. Mais le village n'avait pas changé. Son père, encore plus vieux et aigri, vivait dans la même maison. Elle passa près de lui sans qu'il la reconnaisse. Elle portait un voile élégant, des lunettes de soleil, un téléphone à la main. Elle était méconnaissable. Il la regarda à peine. « Mademoiselle, vous êtes perdue ?» demanda-t-il, sans émotion. Elle le fixa. Juste un instant. Puis elle répondit calmement. « Non. Je suis enfin arrivée là où je devais être. » Elle repartit, les larmes aux yeux. Pas de vengeance. Pas de cris.
Juste une certitude, elle n'était plus à sa place ici. Le succès d'Aïssatou attira les regards. Des médias commencèrent à parler d'elle. La jeune fille autodidacte qui bouscule la mode africaine. À 19 ans, elle emploie déjà 12 personnes. Elle donna des conférences. Des interviews. Mais jamais elle ne parlait de son passé. Elle disait simplement: j'ai appris à faire confiance à mon feu intérieur. Quand personne ne croit en vous, il faut que vous y croyiez 2 fois plus fort. Elle fut invitée à un forum des jeunes entrepreneurs à Accra. Puis à Paris. Elle découvrit un autre monde. Elle ne comprenait pas tous les codes, mais elle avait quelque chose qu'aucune école ne pouvait enseigner, la vision. À 21 ans, elle lança sa propre marque de prêt-à-porter panafricain. YA Warrior Power. Inspirée de son prénom, de ses douleurs et de sa renaissance. Mais le succès attire aussi les ombres. Des concurrents. Des trahisons. Des associés malhonnêtes. Elle perdit beaucoup. Elle faillit abandonner. Elle sombra dans une profonde fatigue. Un soir, seule dans un hôtel de Nairobi, elle regarda son reflet dans le miroir. Elle n'était plus la petite fille du village. Elle était belle. Puissante. Mais aussi épuisée. Elle appela Aminata. Je suis fatiguée, Nata. Je ne sais plus pourquoi je me bats. Et Aminata lui répondit simplement. Tu ne te bats pas pour l'argent, Aïssatou. Tu te bats pour la petite fille que tu étais. Pour toutes celles qui ne peuvent pas encore parler. Tu es leur voix. Alors elle se releva. Elle investit dans des centres de formation. Elle ouvrit un incubateur pour femmes. Elle devint un symbole. À 28 ans, Aïssatou Diarra fut classée parmi les 50 femmes les plus influentes d'Afrique. Son entreprise valait plusieurs milliards de francs CFA. Elle avait construit un empire. Sans mentor. Sans diplôme. Avec ses douleurs comme carburant. Et pourtant, elle n'oublia jamais. Chaque année, elle retourna à Badiara. En secret. Elle fit construire une école. Un centre de santé. Elle finança des bourses. Un jour, une petite fille, pieds nus, l'arrêta. Madame Aïssatou, c'est vrai que vous étiez comme moi avant? Que vous étiez pauvre et seule? Elle sourit. J'étais même plus pauvre que toi. Mais tu sais quoi? Ça ne veut rien dire. Ce qui compte, ce n'est pas d'où tu viens. C'est ce que tu décides de devenir.